Bonjour à tous, Bonjour, Nicolas Chasseret, Delpharm. bienvenue. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, euh, pour se présenter et commencer ce webinaire. Bonjour à tous, on va pouvoir commencer puisqu'on a un timing qui est quand même assez serré sur notre webinaire. Donc merci d'avoir répondu présent pour ce nouveau webinaire Impulsant 2021. Et pour rappel, Impulsant 2021, c'est le programme qui est coporté entre GainSolus et Lucans pour la réduction des consommations d'énergie sur le parc immobilier de l'ensemble des caisses de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, on est ici réunis avec Enogrid, Ecovégétal et eGreen, pour vous présenter des solutions innovantes et 3 exemples de solutions innovantes qu'on a pu évoquer lors des ateliers Impulsion 2021 qu'on a fait durant toute l'année 2021. Donc ce webinaire a visé à être aussi collaboratif. On vous a laissé la possibilité de prendre la parole sur le Teams, sur l'invitation Teams. Donc je vous inviterai lors des présentations de chacun des intervenants à bien vous couper votre micro pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Et ensuite, il y aura des temps de questions-réponses pour chacun des intervenants. Et je vous invite à prendre la parole ou à nous parler sur le chat pour poser vos questions et nous, on s'occupera de l'animation. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser la parole du coup à Jérémy Jean de la société eGreen qui va nous présenter sa solution. Et voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, je vais juste partager mon écran. Vous me direz si vous le voyez bien. Est-ce que c'est bon? Vous avez bien mon écran? Pour Parfait, l'instant, c'est bon. écoutez, je suis ravi d'échanger avec vous. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter donc la solution eGreen pendant 10-15 minutes et ensuite d'avoir un temps un peu d'échange, questions-réponses. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous chez eGreen? En fait, on a développé des solutions qui permettent de favoriser le développement durable grâce aux sciences du comportement et l'analyse de données. Donc voilà, on vous présente dans le cadre effectivement de ce projet Impulsion 2021 une innovation qui permet en fait, dans le cadre de votre projet de transition énergétique, de réduire les consommations d'énergie, dans vos bâtiments, de sensibiliser vos collaborateurs au travers, on va le voir, à la fois des sciences du comportement et de l'analyse de données grâce à des solutions, digitales. Donc si on reprend un peu qui on est, donc on est une entreprise que j'ai créée en 2012 pour réduire l'empreinte environnementale de nos clients sur les 3 axes, que je viens un peu de citer et on est soutenu par, des organismes de financement de l'innovation comme la BPI ou la Commission européenne avec qui on a mené, un gros projet de développement de solutions, d'accompagnement, aux économies d'énergie.
Et en fait, c'est issu d'une étude que j'ai menée à Berkeley aux États-Unis dans le champ de la psychologie et de la motivation. L'idée était d'identifier ce qu'on appelle des biais persuasifs, finalement des éléments motivants qui permettent de promouvoir des comportements éco-responsables, notamment dans le cadre des économies d'énergie. Et donc ça, c'est un biais important finalement pour pouvoir mieux accompagner une démarche de transition énergétique. Il faut bien évidemment sensibiliser les collaborateurs de son entreprise, les locataires de ses logements, par exemple. Et c'est vraiment sur ce domaine-là qu'on a développé des solutions pour pouvoir engager et motiver des comportements éco-responsables. On a travaillé initialement beaucoup dans l'énergie, ce qui est encore, on va dire 80% de notre activité, mais on s'est aperçu qu'en fait les solutions qu'on avait développées pouvaient avoir de l'impact, dans l'économie de la gestion, de ressources en eau, dans la réduction des déchets, dans tout ce qui est amélioration de la qualité de l'air, sobriété numérique ou autre. Et donc maintenant, finalement, on est un peu plus large. On développe des solutions aussi sur ces thématiques-là, on va le voir au travers notamment de challenges développement durable, par exemple, où on essaie d'aborder un peu l'ensemble des enjeux énergétiques, des enjeux environnementaux qui peuvent être traités par un collaborateur dans une entreprise ou par un agent dans une collectivité. On travaille avec beaucoup les entreprises, les grands occupants, que ce soit avec des foncières directement, donc des propriétaires de bâtiments, ou que ce soit avec des locataires, donc par exemple BNP Paribas ou Natixis sur le côté grand occupant, ou Immovalor Gestion qui est la foncière, donc les gestionnaires d'actifs de l'assureur Allianz, ou Deltager qui est le gestionnaire d'actifs de la Banque Crédit Agricole. Et on travaille aussi avec des collectivités et un peu dans le domaine résidentiel avec des promoteurs et des bailleurs. Bien évidemment, le sujet des décret tertiaire est un gros sujet, pour nous. Donc, pour rappel, le décret tertiaire, impose une réduction de 40% des consommations d'énergie dans les bâtiments tertiaires, au sens large, que ce soit aussi bien, des bâtiments publics, des bâtiments de bureaux, des entrepôts ou autres, d'ici 2030 par rapport à une consommation de référence qu'il faut identifier, entre 2010 et 2020. Il y a aussi une possibilité de se fixer des objectifs en valeur absolue, mais comme, finalement, ça faisait déjà de nombreuses années qu'on travaillait dans le domaine des économies d'énergie, et ben, nos clients ou différents acteurs nous ont sollicités pour les accompagner sur ces sujets. Donc, on a essayé au travers de ce site solution-décret-tertiaire.fr de vulgariser un peu ces textes de loi, d'essayer de montrer comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre un accompagnement efficace sur ces sujets. Et on a organisé aussi des webinaires qui sont accessibles sur notre site pour pouvoir justement communiquer sur ces sujets et essayer de décrypter l'ensemble de ces enjeux qui peuvent être complexes quand on n'est pas forcément initié, aussi bien au domaine énergétique ou quand on n'a pas pris le temps de lire ce texte de loi du décret qui peut être un peu complexe. Donc si on regarde au niveau des solutions qu'on présente, en fait, on a deux grandes typologies de solutions, on va dire. Tout est basé sur la collecte des données de consommation. Donc on peut récupérer des données grâce aux compteurs communicants. Vous avez sûrement entendu parler des Linky. En fait, il se trouve qu'on est tiers de confiance des gestionnaires d'énergie. Et donc pour tous les compteurs, que ce soit des Linky ou autres, notamment dans le cadre de gros bâtiments, on parle un peu de tarifs jaunes par exemple, c'est des compteurs un peu différents. Si on a l'accord du propriétaire de l'abonnement d'électricité, on est en capacité, en demandant à Enedis ou à GRDF si c'est du gaz, de collecter automatiquement toutes ces données de consommation. On peut aussi faire de l'import de factures automatisées sur notre plateforme, de la saisie manuelle ou aller installer ce qu'on appelle du saut-comptage, des capteurs de mesure qui vont permettre de mesurer la température intérieure dans les locaux, les consommations d'électricité par usage par exemple, sur l'éclairage, sur le chauffage, la ventilation ou autre. Donc tout ça, c'est vraiment la captation des données. Et ensuite, on propose à nos clients une plateforme qu'on appelle une plateforme un peu de management de l'énergie qui permet de monitorer et d'analyser ses dépenses sur l'ensemble de son patrimoine, de superviser l'ensemble des factures, de simplifier les échanges entre les parties prenantes, les occupants, les gestionnaires, les mainteneurs, de suivre facilement l'évolution de ses consommations par rapport à un objectif. Dans le cadre du décret tertiaire, par exemple, de voir avec des rapports qui sont préédités où on en est, et de mesurer un peu l'impact des actions qu'on met en œuvre avec bien évidemment l'identification d'anomalies et des reportings personnalisés. Donc ça, c'est une solution qu'on propose à nos clients s'ils n'ont pas de plateforme de management de l'énergie. S'ils en ont une, on peut tout à fait leur proposer le côté vraiment purement de la sensibilisation et du coaching occupant avec une application de coaching et une démarche qui permet d'engendrer des changements de comportement et de réduire les consommations d'énergie grâce à la sensibilisation de leurs collaborateurs ou de leurs agents.
Ça se passe notamment par un suivi des consommations, des défis éco-responsables qu'on vient relever pour gagner des points dans un cadre d'un challenge qui peut être au national, par exemple, avec un suivi, une messagerie pour vraiment initier aussi des échanges entre l'ensemble de ces participants. L'idée, c'est d'avoir une démarche très incitative, ludique et finalement sociale qui permet d'engendrer des changements de comportement et d'aider l'ensemble des occupants de ces bâtiments à mettre en œuvre des éco-gestes dans leur quotidien. Donc c'est 2 solutions qui sont différentes, qui peuvent être proposées conjointement ou qui peuvent être proposées de manière totalement indépendante. Et pour illustrer cela, je vais vous montrer un peu quelques références projets sur lesquels on a travaillé, donc ou sur lesquels on travaille d'ailleurs toujours. Donc par exemple, avec la ville de Puteaux, on récupère l'ensemble des consommations d'énergie de leurs bâtiments publics, donc c'est à peu près plus de 150 bâtiments publics, à la fois les consommations d'énergie et d'eau, donc électricité, gaz et eau. Et on ajoute aussi le côté sensibilisation ludique au travers de challenges pour finalement accompagner les économies d'énergie grâce au changement de comportement de leurs occupants, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau du personnel, des agents par exemple dans les bâtiments administratifs. L'idée c'est vraiment pour l'exploitation d'avoir une plateforme d'agrégation globale et côté sensibilisation, plutôt service développement durable ou service RSE, lancer des initiatives grâce à ces données et grâce aux challenges, aux éco-gestes qu'on peut mettre en œuvre pour justement promouvoir une approche plus éco-responsable. Avec Immovalor Gestion, j'en parlais, donc la foncière du groupe Alliance, ils nous ont confié la gestion de l'ensemble de leurs actifs dans le cadre du décret tertiaire, donc c'est à peu près 130 bâtiments avec 450 locataires. Et donc là, on est uniquement, en tout cas dans un premier temps, sur la plateforme d'agrégation de données, avec finalement un accompagnement clé en main sur le décret tertiaire, la collecte et le suivi des consommations, la mise en œuvre des obligations, les déclarations bien évidemment, et le suivi dans le temps, qui leur permettent finalement de gagner du temps sur la partie collecte des données et surtout d'optimiser leurs actions derrière et avec un suivi de l'ensemble de la performance énergétique de leur bâtiment. Avec Natixis, par exemple, de la même manière qu'avec Puteaux, on a plutôt mené un challenge d'économie d'énergie avec du suivi des consommations. Donc là, on avait par exemple réalisé 13% d'économie, on avait sensibilisé 2000 participants. Il y a une petite vidéo qui fait la promotion un peu de cette démarche qui a été réalisée par Natixis. Et donc là, l'objectif du projet, c'était notamment dans le cadre du Challenge Cube, qui est un challenge organisé par l'IFPEB, l'Institut français de la performance énergétique du bâtiment, d'aider Natixis à faire plus d'économies d'énergie en engageant l'ensemble de leurs collaborateurs et des occupants de leur bâtiment. Et enfin, pour conclure, le projet qu'on mène avec Enedis, donc là, on a déployé une plateforme qui s'appelle plateforme Éco-Gestes Ensemble, que vous voyez sur votre gauche, qui est déployée au national auprès des 38 000 collaborateurs d'Enedis. Et là, on est uniquement sur une partie défi, il n'y a pas forcément de capteur derrière, pas de données de consommation qui sont jointes, c'est des défis avec un tableau de bord qu'on voit ici, où on peut voir le nombre de kilogrammes de CO2 économisés, le nombre de personnes engagées dans son équipe, et tous les jours, les collaborateurs d'Enedis et toutes les semaines retrouvent de nouveaux défis d'éco-gestes qui peuvent être aussi bien sur la partie énergie que sur la gestion des déchets, la mobilité ou autre, pour pouvoir les aider finalement à réduire leur impact environnemental et les accompagner dans cette démarche un peu innovante et ludique vers la transition énergétique de leur entreprise. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu. En tout cas, je suis à votre disposition si vous avez différentes questions pour y répondre et pour essayer d'aborder d'autres points complémentaires. Super. Merci beaucoup, Monsieur Jean, pour votre présentation qui était très claire, avec des exemples en plus concrets de ce que vous faites avec certaines entreprises. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a des participants qui ont des questions? Est-ce que vous pouvez prendre la parole à partir de maintenant pour échanger si vous le souhaitez avec Monsieur Jean? Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir donc le service, le coût approximatif pour une entreprise. Excusez-moi, ça a un peu coupé, j'ai pas entendu l'intégralité de votre question. Je disais donc par rapport au service que vous avez présenté, quel est le coût approximatif pour mettre ça en place dans une entreprise?
Alors, c'est toujours difficile de donner un coût. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une partie paramétrage qui est un peu, l'étude initiale, éventuellement, la collecte des données, l'installation de capteurs, toute la partie en fait, tous les défis sont personnalisés par rapport aux enjeux, aux problématiques, et aux éco-gestes que vous pouvez mettre en œuvre, dans votre entreprise. Donc il y a une partie un peu paramétrage, de mise en place et ensuite il y a une partie plutôt licence, pour avoir accès à la plateforme et cette licence, elle va dépendre du nombre de collaborateurs, elle va dépendre du nombre de bâtiments qui sont connectés, éventuellement du nombre de points de mesure. Donc c'est difficile de vous donner un prix, de cette manière-là, mais on est entre quelques milliers d'euros et entre 2 000 – 3 000 € par exemple et un peu plus, voire beaucoup plus des fois quand il y a beaucoup plus d'actifs et beaucoup plus de collaborateurs qu'on souhaite inciter et sensibiliser. D'accord. C'est à vous qu'on demande directement. Exactement. Si vous avez quelques aspects chiffrés, nous on peut vous renvoyer un devis très très vite. Vous pouvez m'envoyer un mail directement là, mes coordonnées s'affichent, Ouais, ouais. jeremy.jean@igreen.fr et je serai ravi de vous envoyer soit une grille de prix un peu plus détaillée, soit de vous poser des questions pour mieux comprendre votre besoin et pouvoir vous envoyer un chiffrage adapté. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels que vous souhaiteriez aborder? Alors moi, je vois pas le Teams là comme je suis en grand écran. Est-ce qu'il y a de... Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, Non, pas de mais questions. j'invite les participants à lever la main ou à prendre la parole s'ils le souhaitent. Si vous préférez les poser dans le chat, n'hésitez pas Ah, aussi. Hein, il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. Oui, bonjour, monsieur Chasseret. Ouais, allez-y, merci. Bonjour. Bonjour. Ma question portait sur le fait, aujourd'hui, vous travaillez sur un périmètre qui est plutôt, on va dire, collectivité. Ou en termes d'industrie ou de bâtiments industriels, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de mettre en place des choses à l'intérieur des entreprises ou pas du tout? Alors les entreprises, oui, beaucoup. On travaille, alors là, dans les exemples, on a parlé d'Immovaleur Gestion, qui est une foncière, mais qui gère des actifs plutôt de bureaux, de commerce, mais vraiment au travers des entreprises. Natixis aussi, qui est plus une entreprise. Et pour revenir un peu sur la présentation, voilà, ça c'est vraiment, on a effectivement des clients collectivités, mais le gros de nos clients sont plutôt des entreprises, comme Enedis par exemple, comme RTE, Natixis, BNP Paribas, enfin ils sont pas tous listés ici. On vient de terminer par exemple un challenge RSE avec Canal+. On en met en place un avec Natixis Assurance, donc voilà une autre filière de Natixis. On connaît beaucoup le marché des entreprises, oui, effectivement. Par contre, vous êtes vraiment sur un périmètre, on va dire, bâtiment. On n'est pas, on peut imaginer transposer, j'entends par exemple, des ateliers de production, des sociétés éventuellement, des ateliers de magasins ou voilà, ou des Alors, zones, ce genre de choses ou? oui, tout à fait, c'est des choses qu'on a déjà fait. On a par exemple dans nos clients, Monoyer, Bergera Monoyer qui sont, qui ont, ce que vous venez de dire, des entrepôts avec des ateliers de magasins. C'est notamment le revendeur exclusif de Caterpillar en France, aussi bien pour les engins de chantier, que pour les groupes électrogènes et donc ils ont effectivement une activité, qui s'apparente un peu à de l'activité industrielle, en tout cas d'assemblage. On a aussi travaillé, dans d'autres domaines avec Veolia sur, des clients plus industriels. Donc on a déjà transposé, nos solutions sur ce marché-là, on va dire, ou en tout cas sur ces spécificités-là. OK, merci, je pense que ça serait intéressant, ouais, d'avoir un retour d'expérience par rapport à ces, peut-être ces solutions. Peut-être Ouais, avoir effectivement. je suis à votre disposition. Ça marche, merci. Oui, bonjour. Moi, je m'interrogeais sur le taux de participation et d'engagement dans les entreprises, par exemple, dans lesquelles vous avez proposé les applis, sur mobile. Mmh. Et est-ce que c'est sur des périodes, courtes pour, justement pas perdre de mobilisation ou en fait ça se passe comment?
Exactement, on est plutôt sur des périodes courtes. Ce que nous on préconise, ça fait presque 8 ans maintenant qu'on organise justement des démarches d'engagement de cet ordre-là. Donc on a beaucoup appris, certaines fois, pour être tout à fait honnête, de nos échecs, en tout cas en termes d'engagement. Ce dont on se rend compte, c'est que si on est sur des périodes courtes, entre 2 semaines et 1 mois, qu'on peut réitérer dans le temps. Par exemple, faire une démarche incitative de challenge, par exemple, plutôt sur la période hivernale et plutôt sur la période estivale. Et ben en fait, on arrive vraiment à engager les collaborateurs sur une démarche qui est, comme je disais, ludique, sociale. On va recréer de la cohésion dans les équipes parce que c'est des challenges par équipe. On va créer vraiment du lien et il n'y a pas l'effet de lassitude et surtout, c'est suffisamment mobilisateur et engageant pour qu'ils aient envie de mettre en place des actions dans leur quotidien. En fait, sur la plateforme ou sur l'application, ils voient en temps réel le nombre de points qu'ils ont collectés. Ils peuvent voir ce que ça donne par rapport à leur équipe. Et donc, en fait, c'est assez incitatif. Et donc, on a un taux de participation qui est assez élevé, qui dépend quand même, quand je dis assez élevé, qui est au-delà de 50%, qui peut monter jusqu'à 70%, par exemple, sur le dernier challenge dont je parlais avec Canal+, on était à 74% de taux de participation. Mais il dépend quand même de la communication en amont qu'on propose maintenant. Et c'est là où je disais qu'on avait un peu appris de nos échecs. On s'est aperçu que, bien évidemment, la solution digitale ne faisait pas tout. Et si les occupants des sites n'entendaient pas parler de notre solution, il y avait peu de chances qu'ils y participent ou qu'ils l'utilisent. Et donc voilà, on essaie vraiment maintenant d'intégrer le volet communication, le volet engagement en amont au travers d'une conférence de lancement, au travers excusez-moi, de différentes actions pour pouvoir véritablement essayer d'augmenter le taux de participation au maximum. Après, on est bien conscient qu'on ne sera jamais à 100%, il y aura toujours des personnes qui ne souhaiteront pas participer et c'est bien évidemment leur droit. L'idée, c'est que une somme de petites actions individuelles permette déjà des grosses économies et on se rend compte parce qu'on est entre 5 et 15% d'économies grâce à notre solution. D'accord. Super, merci beaucoup pour vos questions qui sont très pertinentes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions des participants? De toute façon, vous avez les coordonnées de Monsieur Jean qui sont affichées ici. Donc pareil, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent ensuite, n'hésitez pas à lui écrire. Vous avez aussi le site internet de la solution que vous pouvez consulter si vous avez besoin de plus d'informations. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Jean. Je pense qu'on va pouvoir passer au prochain intervenant. Parfait. Madame Kaiser, du coup, je vous invite à prendre la parole. Alors, je vais partager mon écran. Super. Est-ce que vous voyez la présentation? Ouais, c'est bon pour nous. C'est bon? Ouais, parfait. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Léa Kaiser. Je suis responsable grand compte et prescription donc, au sein de la société Éco-Végétal. Donc, Éco-Végétal, c'est une entreprise qui a 3 métiers. Donc, on est spécialisé dans les toitures végétales, les parkings perméables et tout ce qui est sol équestre. Donc, je vais présenter la société. On est à peu près 80-90 personnes au sein de l'entreprise. On a un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Et puis, on a à notre actif 3 millions de mètres carrés de toiture végétale et 4 millions de mètres carrés de parking perméable. Donc, à l'origine, notre métier, c'est vraiment producteur de végétaux. Après, pour tout ce qui est partie toiture végétale, on a développé nos équipes de pose et nos équipes d'entretien. Et pour la partie donc, parking perméable, on est uniquement fournisseur, puisque c'est un procédé qui est assez simple à poser. En termes de localisation, donc notre siège est situé à Brouet, donc à peu près à 1 heure de Paris. Mais on a différents sites de production en France pour pouvoir répondre à la demande au niveau national. À l'origine, Éco-Végétal, donc c'est trois personnes. Notre PDG, donc Pierre Georgel, qui est architecte paysagiste en région parisienne, Francis Pelletier, qui était agriculteur et qui nous a vendu ses terres, et Purus, qui est l'industriel allemand, qui lui va nous fournir tout ce qui est dalles donc, pour les parkings perméables. Au sein de l'entreprise, donc on a un pôle recherche et développement.
On est également producteur de substrat, puisqu'une des grandes problématiques sur toiture végétale, c'est le poids qu'on va apporter sur le bâtiment. Et donc, on produit nos propres substrats. Les avantages de la toiture végétale et des parkings perméables sont nombreux. Donc, la gestion des eaux de pluie, c'est vraiment le cœur de nos problématiques, avec notamment des rétentions en eau qui va être faites donc, en toiture végétale, une infiltration et puis un stockage. Ça va permettre de diminuer tout ce qui est inondation et ruissellement. On va avoir une diminution de l'effet de l'îlot de chaleur en ville, un développement de la biodiversité avec la création d'un écosystème donc en toiture végétale, mais aussi en parking végétal lorsqu'on a des systèmes végétalisés. On aura une amélioration esthétique, une fixation des poussières. En toiture végétale, une meilleure durée de vie de l'étanchéité, puisque la végétalisation permet de protéger ce qu'il y a en dessous, donc l'étanchéité. Une isolation thermique et phonique du bâtiment améliorée. Et pour la partie parking perméable, on a des usages qui vont être différents. Ça peut être piéton, poids lourd, véhicule léger, voie pompier, voie PMR, etc. En parking perméable, on aura aussi une infiltration des hydrocarbures qui ne ruissellent plus. Donc pour la partie toiture végétale, on différencie donc, des systèmes de végétalisation en fonction des épaisseurs de substrat. Donc plus on a de l'épaisseur de substrat sur la toiture, plus on aura le choix en termes de diversité d'espèces végétales. Mais ça aurait aussi une conséquence donc, sur l'entretien qu'on apportera sur la terrasse, sur le poids aussi de la végétalisation, etc. Donc, quand on a 30 cm de substrat, donc des substrats inférieurs à 30 cm, on est sur des terrasses qui sont inaccessibles et on doit se référer donc aux règles professionnelles des toitures végétales. Et au-delà de 30 cm de substrat, là, on est sur ce qu'on appelle des terrasses jardins, donc des terrasses qui sont accessibles aux piétons, aux véhicules légers, etc. Et là, on va se référer au DTU 43.1. Donc, étant donné qu'on est donc producteur de végétaux, on a des gammes de végétalisation qui sont définies en fonction de ces épaisseurs-là de substrat, avec une palette végétale associée. Majoritairement sur des toitures végétales inaccessibles, on est sur de l'extensif. Donc extensif, ça veut dire faible épaisseur, faible poids et faible entretien. Donc faible entretien ne veut pas dire zéro entretien. Voilà, ça reste un entretien qui est faible, mais qu'il faut quand même prévoir en amont dès la conception du projet. Là, je vous ai mis vraiment des visuels de chacun des systèmes pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc, le système extensif, c'est un système qui sera rasant avec une végétalisation de type sédum, donc des plantes grasses. Et donc, en termes de hauteur de système, on sera entre 6 et 10 cm. En termes de poids, donc sur le diaporama, vous avez toutes les informations par système. Pour le succulis, on se situe entre 60 et 140 kg par mètre carré. En termes d'entretien, on a un faible entretien, on a une mise en œuvre qui est rapide sur ce système-là et on est sous avis technique. Je vous ai présenté l'éco-sédum pack puisque avec le plan de relance, il y a beaucoup de projets en rénovation. Et donc, une des grosses problématiques, c'est le poids des systèmes. Et donc, un de nos systèmes les plus légers, c'est l'éco-sédum pack light qu'on utilise énormément en rénovation quand on doit donc végétaliser les toitures. Donc on est sur un poids de 60 kg par mètre carré. L'avantage de ce système, c'est que c'est tout en un, donc on peut poser directement sur l'étanchéité anti-racines et également donc, pour les éco-sédum pack, donc on a une certification tenue au vent, donc selon la localisation géographique des projets, ça peut être intéressant. Donc, plus on a de substrat, plus on a de la diversité, plus on va apporter aussi donc un écosystème sur la toiture végétale. Et donc là, c'est un exemple sur le système Saxatilis où c'est un mélange de sédum et vivace. Et tout de suite, on sera sur des épaisseurs plus importantes, sur 15 cm. On aura des poids variables entre 140 et 180 kg au mètre carré. Le système Prairie Fleurie, équivalent en termes d'épaisseur de substrat entre 15 et 20 cm. Donc, notre substrat qui est associé, il est résistant au feu et donc c'est ce qui est demandé pour les ERP notamment. Et l'importance aussi de la toiture végétale, c'est qu'il y ait une insertion vraiment de la toiture dans son environnement. Donc, c'est la 5e façade
Et aujourd'hui, on a créé des palettes végétales qui sont endémiques, donc qui sont adaptées à chaque localisation géographique et à chaque projet. Le système Lavendulis, c'est un système où on est sur une trentaine, entre 20 et 30 cm de substrat. Donc là, c'est un exemple de logement où on a un parking souterrain qui est en dessous. On veut avoir de la diversité, avoir des arbustes, des plantes aromatiques. Donc on part sur ce système-là. Donc tout de suite, on est sur 300 kg par mètre carré. Donc c'est un point important. Donc, là, c'est plus pour des bâtiments qui vont être neufs. Voilà. Donc, les systèmes que je vous ai présentés, c'était des systèmes donc inaccessibles. Là, on est sur des terrasses accessibles, donc piétons, véhicules légers. Et à chaque usage, on va avoir une composition de système qui va être différente. Donc, un drainage qui va être différent et qui va être approprié à l'usage qu'on va faire au-dessus. Donc, ça peut être piéton, carrossable, voie pompier. Nos systèmes de parking nous sont conformes aussi voie pompier. Et puis, vraiment, par rapport aux toitures végétales accessibles, ce qu'on veut faire, c'est avoir un véritable lieu de vie sur la toiture. Et là, c'est un exemple du Cordon Bleu à Paris, sur une école gastronomique où les élèves viennent directement sur la toiture pour récolter donc, les fruits et légumes et ensuite pouvoir les cuisiner. Donc, l'intérêt de nos systèmes, c'est de travailler avec une faible épaisseur de substrat, mais d'avoir une gamme et une diversité très importante sur la toiture végétale. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup d'objectifs sur les constructions neuves, notamment en termes d'énergie, de production d'énergie et aussi en termes d'abattement des eaux de pluie. Donc, on a créé le système Héliovert qui permet de combiner les deux. C'est un système qui est assez simple, c'est l'épaisseur du substrat qui va pouvoir lester le support des panneaux solaires et donc il n'y a pas de perforation du support. C'est vraiment le système végétal qui va lester les panneaux solaires. Le fait d'allier la végétalisation aux panneaux solaires, ça permet une augmentation de la production des panneaux de 7 à 10% en termes de rendement. Et en fait, c'est dû au fait que les végétaux, et ça évite la surchauffe des panneaux du fait de l'évapotranspiration des végétaux. Donc, c'est vraiment un système qui est de plus en plus demandé et qui est dans l'air de temps pour répondre aux différents objectifs des bâtiments et aux certifications des bâtiments. Un point entretien, donc dès qu'on a des toitures végétales à mettre en place, il faut penser en phase amont, conception, de prévoir un contrat d'entretien donc avec l'entreprise. Alors, ce n'est pas une fréquence d'entretien importante, mais il faut le prévoir. Ça va être variable. Hein. Sur tout ce qui est terrasse inaccessible, on va se situer entre 1 à 4 passages par an. Ça consiste en un désherbage, à mettre en route l'irrigation, à l'entretenir, à porter de l'engrais. Donc, on a nos équipes qui sont spécialisées. Et donc, c'est un point qui est à prévoir en phase conception. Ce qui est important aussi, c'est de s'entourer d'entreprises qui sont certifiées. Donc nous, on est sous avis technique, on a aussi des systèmes avec résistance au vent. Pour tout ce qui est forte pente, on est sous cahier des charges, notre substrat est résistant au feu. Et puis pour tout ce qui est bilan carbone, on a des fiches FDES en cours qu'on aura en début d'année 2022. Voilà pour la partie toiture végétale. Donc là, je vais passer sur la partie parking. Donc la partie parking perméable, c'est aussi lié à la toiture. Hein. Ça va permettre d'infiltrer les eaux de pluie, de diminuer l'îlot de chaleur en ville. Donc on a deux systèmes végétalisés. On a le système éco-végétal green, donc c'est du gazon, hein, où là on est vraiment sur des parkings qui vont être à faible rotation jour, avec un mélange terre-pierre, un lit de pose et puis les dalles éco-végétal green. Voilà, on est sur par exemple des fonds de place, une utilisation très modérée, voire faible. Et en termes de certification, on est aussi certifié voie pompier sur ce système, sachant que nos dalles sont en PEBD, donc basse densité, polyéthylène basse densité, recyclée et recyclable, et elles sont garanties donc 20 ans. Donc, si on est sur des rotations jour un peu plus importantes avec une forte intensité, on a créé le système éco-végétal mousse, qui est une alternative. Donc, en termes de visuel, ça ne ressemblera pas à un green de golf. Mais par contre, voilà, c'est des végétaux qui sont adaptés à une forte rotation jour et qui sont donc des végétaux de milieu aride
Là, il n'y a pas besoin de mélange terre-pierre. On a uniquement 4 cm de lit de pose en substrat et puis les dalles éco-végétales mousse. Pareil, donc soit vous êtes en pré-cultivé, donc c'est vert dès la mise en œuvre, soit c'est semé sur place et il faut attendre un peu de temps pour que le végétal s'installe. On a un coefficient de ruissellement de surface qui est nul, donc certifié par le CEREMA, et l'entretien est très faible. Hein. Ça va être un entretien par an, par exemple, un passage de rotophile en fond de place, voilà, par an. Le système éco-végétal minéral, donc lui, c'est les dalles, hein, mais simplement remplies avec du gravillon. Et donc voilà, c'est pas le même rendu visuel, mais c'est utilisé pour tout ce qui est parking à utilisation intensive. Le système PMR qui est validé donc par le CEREMA, c'est l'éco-végétal pavé, où là, il y a une multitude de possibilités, c'est-à-dire qu'on peut faire différents calpinages. Donc, toutes nos dalles se clipsent entre elles, que ce soit nos dalles végétalisées ou nos dalles minéralisées. Et donc, l'avantage de ce système-là, c'est qu'il peut être donc accessible PMR et il est aussi conforme voie pompier. On a un coefficient de ruissellement de surface qui est nul. Donc, l'eau s'infiltre à 100% en surface. Le système éco-végétal donc, Villarock, c'est un système béton, donc le rendu est différent. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut l'utiliser à forte pente, donc jusqu'à 20%, et il est aussi possible pour tout ce qui est stationnement poids lourd. Donc circulation poids lourd, qui est encore en cours d'étude actuellement. Il peut être végétalisé comme minéralisé. Donc là, c'est vraiment aussi une histoire d'esthétique, si on préfère donc la finition béton ou la finition avec les dalles en polyéthylène. Mais on a également la certification voie pompier pour ce système. Un exemple de place mixte, je vous disais tout à l'heure qu'on peut les clipser entre eux. Donc, c'est un exemple où on peut mixer végétal et l'éco-végétal pavé. L'avantage, c'est que là, par exemple, c'est sur un parking de centre commercial où les bandes de roulement sont en pavé et les voies centrales donc, sont végétalisées. Donc, ça peut être une solution de calpinage. Donc, nos solutions sont certifiées, donc validées voie pompier. On a un coefficient de ruissellement de surface nul. On peut être conforme PMR. Nos dalles, donc éco-raster, sont garanties 20 ans. Et pareil que pour la toiture végétale, donc on est sur l'obtention des fiches FDES pour les produits en parking perméable. Je vous remercie pour votre écoute et puis je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Super, ben, merci beaucoup Madame Kaiser. Je vois qu'on a déjà une question de la part de Monsieur Chasseret. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci, merci Madame Kaiser pour la présentation. J'aurais une question, notamment, toujours pareil, hein, nous on a des bâtiments, si vous voulez, qui sont en toiture plat, avec goudron actuellement, hein, voilà, et qui effectivement, alors je me posais la question de proposer des initiatives sur le site pour aller sur une toiture végétalisée, par exemple. Et je ne sais pas si c'est des choses qui peuvent s'implanter facilement sur une toiture déjà goudronnée, ou est-ce qu'il faut refaire la couche du dessous? Enfin voilà, c'est une question que je me posais techniquement. Alors, nous, on fait beaucoup de bâtiments, on fait beaucoup de neufs, hein, mais on fait aussi des bâtiments en rénovation. Et donc, souvent, quand on met en place une toiture végétale sur un bâtiment existant, l'étanchéité est refaite. Mais parce que ça fait 20 ans, 30 ans que l'étanchéité est en place et qu'il y a besoin voilà, qu'elle soit refaite. Après, si l'étanchéité en place est conforme et que tout va bien, nous, on peut rajouter un film antiracinaire sous la végétalisation sans problème, quoi. Voilà. Donc, ça peut être réalisable. Après, il faut s'assurer que l'étanchéité en place est conforme et que tout va bien. Et voilà. Mais ça peut être quelque chose de réalisable en rajoutant un film antiracinaire sous le système de végétalisation. Donc, ce qui est important en rénovation, c'est aussi de prendre en compte le fait que
la charge admissible du bâtiment, évidemment, peut accueillir la végétalisation que vous allez mettre en place, quoi. Et en termes de charge admissible, là, il faut passer par un bureau d'études ou Oui, vous avez... D'accord, oui, ça oui. marche. Non, voilà, il faut passer par un bureau d'études structure qui va vous dire on peut recevoir 100 kg par mètre carré, on peut recevoir... voilà. Et en fonction de ça, on va savoir ce qu'on peut mettre sur la toiture. Ça marche. Merci. Voilà. Merci. Avec plaisir. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en aurais une encore. Ah, super. Se chasserait encore une. Ouais, j'insiste. Concernant on a éventuellement, on souhaite effectivement peut-être faire un parking aussi supplémentaire qui s'implémente, on va dire, avec un parking goudron aujourd'hui. Si toutefois on allait vers une solution, donc je pense que c'est plutôt du intensif. Économiquement, enfin, je me rends pas bien compte par rapport à un parking standard si vos solutions sont compétitives ou enfin voilà comment on peut, sans donner de chiffres forcément, mais donner éventuellement une possibilité de comparaison. Alors, il n'y a pas de souci pour, dans tous les cas, vous donner des chiffres puisqu'on est, nous, on donne des prix sur chacun de nos systèmes. Donc, on a des estimatifs qu'on peut vous fournir, fournis posés sur chacun des systèmes parce que le prix est très variable selon si on est sur un système végétalisé, selon si on est sur un système minéralisé ou un système béton. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément là tout de suite, mais par contre, je peux vous envoyer la grille des tarifs selon les systèmes sans problème. Oui, je suis intéressé par votre documentation et les grilles associées, s'il vous plaît. Oui, ok, pas de souci. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ? De toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si jamais vous en avez suite à l'intervention de Mme Kaiser. Je pense qu'on peut passer du coup à la dernière présentation, sauf si vous voulez ajouter quelque chose, Mme Kaiser. C'est bon pour moi. Ok, super. De toute façon, vos coordonnées seront communiquées aussi aux participants. Oui. Donc, voilà. S'il y a d'autres questions aussi après le webinaire, ils pourront vous contacter ensuite. Très bien. Merci. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Monsieur Cavan, je vous inviterai à vous connecter. Parfait, super. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Parfait. Du coup, déjà, merci de m'avoir invité pour présenter Enogrid. Donc, rapidement, avant de vous présenter nos solutions, donc moi déjà, Titouan Cavan, je fais partie de l'équipe du développement commercial d'Enogrid. Enogrid, nous, on est une entreprise fondée en 2018 et on est spécialisé sur ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Donc l'autoconsommation collective, je vais vous expliquer ce que c'est, mais du coup, c'est de la valorisation de l'électricité à partir d'énergies renouvelables. Aujourd'hui, Enogrid, nous, on est une équipe de 12 personnes réparties entre Paris et Grenoble, mais on accompagne des projets partout en France. Aujourd'hui, une 50aine de projets, vous voyez, un petit peu éclatés sur toute la France, dont un petit peu plus d'une 20aine qui sont en exploitation aujourd'hui.
On travaille vraiment avec toute typologie d'acteurs. Donc, comme vous voyez, beaucoup avec des collectivités, mais également beaucoup avec des entreprises sur des zones d'activité ou autres, dans le logement social ou encore avec des projets citoyens d'énergie renouvelable. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que donc là, on va parler surtout photovoltaïque parce que c'est ce qui vous intéresse, j'imagine. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Enogrid, on n'est pas un installateur photovoltaïque, on n'est pas non plus un bureau d'études photovoltaïque. On est vraiment là pour parler de la valorisation que vous allez faire une fois que vous aurez votre centrale photovoltaïque. Donc niveau valorisation, il y a plusieurs moyens de valoriser l'électricité grâce à votre centrale. Le moyen classique qui est la revente, où on va injecter la totalité de la production de l'électricité sur le réseau pour de la revente à des tarifs d'achat définis. Donc ça, c'est un modèle classique, mais qui aujourd'hui est de moins en moins utilisé et surtout par des entreprises dans le cadre du décret tertiaire qui vont laisser de côté la revente totale de plus en plus pour s'intéresser à l'autoconsommation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le cadre du décret tertiaire, si vous installez une centrale photovoltaïque, seuls les flux autoconsommés seront pris en compte et non pas tout ce qui sera revendu sur le réseau. Aujourd'hui, l'autoconsommation, on a d'abord de l'autoconsommation individuelle, donc le plus classique. On va avoir un bâtiment qui autoconsomme l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques et soit il n'y a pas de surplus, c'est ce qu'on appelle une autoconsommation totale, ou alors on a un surplus qui est injecté sur le réseau pour revente. Et on a un petit peu le dernier modèle en date qui existe depuis fin 2017, qui s'appelle l'autoconsommation collective. C'est le fait d'avoir un ou plusieurs producteurs d'électricité et un ou plusieurs consommateurs d'électricité qui sont proches localement. En fait, c'est l'idée de mettre un circuit court d'électricité à l'échelle locale. Il faut bien savoir que l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective sont complémentaires. C'est-à-dire que vous, généralement, sur votre bâtiment, vous allez d'abord autoconsommer individuellement, mais par contre, c'est une réflexion sur maintenant que j'ai du surplus, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le valorise en obligation d'achat ou est-ce que je le valorise localement dans un circuit court d'électricité? Comment ça marche, nous, l'autoconsommation collective? Donc, comme je vous le disais, c'est un ou plusieurs producteurs d'électricité et un ou plusieurs consommateurs finaux d'électricité. Quand je parle de producteurs et de consommateurs, je parle de compteurs d'électricité et non pas d'entités juridiques différentes. Pourquoi je vous dis ça? Potentiellement, vous pouvez avoir plusieurs de vos bâtiments qui sont proches, dans un périmètre de 2 km, je reviendrai dessus, mais qui sont proches, et du coup, faire une autoconsommation collective avec plusieurs de vos bâtiments. Il faut que tous ces producteurs et ces consommateurs soient regroupés dans une entité unique, qu'on appelle la personne morale organisatrice. Pourquoi? Cette personne morale organisatrice, elle existe pour être l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau, la plupart du temps Enedis. Parce que tous les échanges d'électricité dans ce circuit court se font sur le réseau public de distribution. Et cette répartition de l'électricité est gérée par Enedis. Derrière, il y a plusieurs modèles, donc à l'échelle d'un même bâtiment ou sur un périmètre étendu. Il peut arriver qu'à l'échelle d'un même bâtiment, on ait plusieurs compteurs d'électricité. Là, on va pouvoir à la fois autoconsommer individuellement sur les parties communes, mais également collectivement en venant alimenter chaque compteur d'électricité du bâtiment. Mais on peut également sortir de ce bâtiment pour aller sur un périmètre étendu, un périmètre qui est défini à 2 km maximum entre chaque participant, enfin entre les participants. Donc, c'est-à-dire que vous, sur votre bâtiment, vous pouvez autoconsommer individuellement et derrière, aller soit partager l'électricité avec d'autres bâtiments qui vous appartiennent ou alors avec d'autres acteurs, par exemple la collectivité, un bailleur social, des citoyens ou autres.
Donc ça, quels avantages? Donc déjà, grâce à l'autoconsommation, vous allez pouvoir muter votre parc vers des bâtiments à énergie positive. Ça va vous permettre d'utiliser également les ressources locales, donc le solaire avec le photovoltaïque. Ça va vous permettre d'avoir une maîtrise de vos factures d'électricité sur vos bâtiments. En effet, l'autoconsommation, ça permet d'avoir une réduction de sa facture d'électricité. Aujourd'hui, on connaît le contexte, c'est-à-dire d'augmentation croissante du prix de cette électricité. Grâce à votre centrale photovoltaïque, vous pourrez sécuriser une partie de votre approvisionnement en électricité. Ça vous permet, comme je vous le disais au début, de remplir les objectifs du décret tertiaire. Parce que dans le décret tertiaire, dans le calcul du décret tertiaire, seuls les flux d'électricité autoconsommés seront pris en compte. Voilà sur l'autoconsommation et l'autoconsommation collective. Maintenant, nous, EnoGrid, comment on se place dans cette chaîne de valeur? Donc, comme je vous le disais au début, on n'est pas un bureau d'études, on n'est pas un installateur. On intervient vraiment pour mettre en place ce schéma d'autoconsommation collective. Vraiment à toutes les phases du projet, de l'avant-projet jusqu'à la phase d'exploitation, d'opération. Donc, on a des sessions d'initiation, de formation, des webinaires assez régulièrement. Mais après, une fois que vous arrivez en phase projet, on peut vous accompagner dans l'idéation de votre projet, ce qu'on appelle les études de potentiel, où on va pouvoir aller regarder comment valoriser cette électricité, auprès de qui pourra-t-on la vendre et comment rentabiliser sa centrale. C'est pas du tout une étude technique pour aller regarder, pour aller dimensionner la centrale, pour aller regarder le bâtiment, etc. Une fois que le projet se met en route, donc l'installateur vient faire l'installation photovoltaïque et fait toute la partie production. Si vous optez pour l'autoconsommation collective, il y aura des choses à faire à côté. Il suffit pas d'avoir une centrale pour autoconsommer collectivement et faire du partage d'électricité. Donc nous, on pourra vous accompagner sur toutes ces démarches-là. Et une fois en exploitation, on a une plateforme web où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations liées à votre projet, donc les différents flux énergétiques, avoir un suivi financier également du projet et un suivi administratif. Voilà sur ma présentation. Donc vous avez mes coordonnées ici et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Super. Merci beaucoup, Monsieur Cavant. Et je vous inviterai à prendre la parole aussi ou à lever la main si vous souhaitez poser des questions. Alors oui, je vois qu'il y a une question. Oui, c'est Monsieur Chasseret. Donc, je repose une petite question. Vous évoquiez le décret tertiaire. Vous indiquiez que on doit aller plus vers de l'autoconsommation collective, hein, c'est ça que j'ai bien compris? Vous devez aller vers de l'autoconsommation en général. D'accord. Parce qu'en fait, si vous faites de la revente d'électricité, ça veut dire que vous n'allez pas du tout autoconsommer l'électricité, mais vous allez injecter la totalité de votre production sur le réseau et la revendre à EDF. Tous ces flux d'électricité-là, ils ne seront pas pris en compte dans le cadre du décret tertiaire. Seuls les flux autoconsommés, donc individuellement et potentiellement collectivement. Ok, donc si imaginons qu'il y a une entreprise industrielle souhaite à un moment donné aller vers ça ou pousser vers ça, il faut que par exemple à côté, je contacte pas le maire du coin, mais voilà le bailleur social d'à côté ou éventuellement une piscine, j'en sais rien. Tout le surplus que je vais générer va pouvoir être consommé par d'autres, c'est ça, hein?
C'est ça. Le surplus qui va être généré va pouvoir être consommé par d'autres. Donc vous allez le valoriser économiquement parce que vous lui vendrez de l'électricité. Si jamais vous avez d'autres bâtiments qui vous appartiennent et que du coup vous partagez l'électricité évidemment gratuitement parce que vous n'allez pas vous facturer de l'électricité entre vous, là par contre ces flux-là pourront potentiellement être pris en compte dans le calcul du décret tertiaire. Parce qu'en fait le surplus d'électricité qui sera en autoconsommation collective, par exemple revendu au bailleur social, ces flux-là ne seront pas pris en compte dans le cadre du décret. Ça sera seulement ce que vous autoconsommerez sur votre bâtiment. Mais si vous avez d'autres bâtiments proches, on peut imaginer aller faire baisser un petit peu les calculs grâce à une seule centrale qui serait sur un seul bâtiment. Je vous remercie. Oui, je vois qu'il y a une autre question. Oui, je me permets, je ne sais pas si les intervenants peuvent poser des questions, mais comme il y avait un peu moins de questions, je me permets. Sur le décret tertiaire, donc nous, comme on l'a dit, on accompagne aussi beaucoup de clients sur ces sujets. Il y avait une question du coup, parce que ça se pose chez l'un de nos clients, Titouan. Est-ce qu'il vaut mieux si on met du coup de l'autoconsommation, mais qu'on a un surplus, est-ce qu'il vaut mieux le réinjecter sur le réseau ou plutôt constituer de l'autoconsommation collective, au niveau économique ou au niveau purement organisationnel? Quel est l'intérêt pour le client? Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'une des deux options? Ouais, alors c'est une réflexion à avoir économiquement. C'est un calcul à avoir, à faire la différence. Si je revends mon surplus via les tarifs S21 qui viennent de sortir, comment je peux valoriser mon électricité, sachant qu'il y a des limites d'heures de production. Et si je le revends dans le cadre de l'autoconso collective, comment je vais pouvoir valoriser mon électricité. Ça va dépendre des typologies d'acteurs. Si vous êtes avec des collectivités, honnêtement, l'autoconsommation collective est bien plus intéressante pour eux. Si vous êtes dans le cadre d'une zone d'activité, là, va y avoir un équilibre entre les deux. Par contre, évidemment, l'autoconsommation collective, ça demande un petit peu plus d'efforts pour la mise en œuvre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Donc, il faut quand même qu'il y ait une volonté sur le territoire de vouloir aller faire de l'autoconsommation collective et des circuits courts. D'accord. Je te recontacterai, Titon. Je crois qu'on est dans les mêmes locaux en plus. Donc, ouais. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Okay. Génial. Merci beaucoup. De rien. Super. Si on peut avoir peut-être une autre question, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole. Comme mentionné, de toute façon, vous avez les coordonnées des participants. Et nous, de notre côté, on va s'occuper aussi de vous envoyer un mail recap avec toutes les informations du coup de contact pour les intervenants. En tout cas, je vous remercie à vous trois d'avoir pris le temps et pris la parole du coup sur vos solutions pour présenter ça du coup aux participants de notre webinaire. Je pense qu'on va pouvoir clôturer du coup le webinaire un peu plus tôt que ce qui était prévu, mais n'hésitez pas de toute façon à nous écrire sur la boîte mail aussi contact@ampuissant2021.org. Si vous avez besoin de plus d'informations aussi, on peut vous mettre en contact aussi avec les intervenants. Et je vous invite du coup à venir participer aux derniers événements d'Impulsion 2021 qui sont prévus pour le mois de décembre. Donc, ils sont tous centralisés sur le questionnaire le formulaire d'inscription. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a d'autres pitchs entreprises du même format que ce webinaire qui sont prévus. Donc, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée à tous.